Bonsoir Robert Badinter. Bonsoir. Merci beaucoup de nous recevoir ici dans votre bureau. Vous publiez Le procès Bousquet aux éditions Fayard. Vous consacrez ce livre donc à ce procès qui a duré 3 jours, qui est encore plein de mystères. On parle de l'ancien chef de la police de Vichy entre avril 42 et décembre 43. Sous sa direction, 60 000 juifs furent déportés. Vient son procès en 49 et il sort quasiment acquitté. Qui a protégé René Bousquet ? Bousquet savait beaucoup de choses. C'est un homme très habile et très intelligent. Himmler le jugeait à la fois précieux et dangereux, donc à surveiller autant qu'à protéger. En d'autres termes, il ne voulait pas que Bousquet tombe entre les mains des alliés. Pas plus qu'il ne voulait, d'ailleurs, à cette époque, compte tenu des services rendus à l'Allemagne, que Bousquet soit abattu par la milice. Ah non, c'est une extraordinaire affaire. Dès avant la guerre, Bousquet était lié à qui? À la famille Sarrault, propriétaire de la Dépêche. Vieux Ratzoc, républicain, gauche cassoulet. Très franc-maçon. Très franc-maçon. Sarrault, le maire, avait été président du Conseil. Maurice était celui qui dirigeait l'affaire la Dépêche du Midi. Sarrault, Maurice, le patron de la Dépêche, a été tué par la milice devant chez lui, en fin 1943. Tué, parce qu'on trouvait que il avait des rapports suspects avec la résistance. Donc il est tué par la milice. On enterre Sarrault, grand franc-mac, grand franc-maçon, à la cathédrale de Carpentras, je crois, ou de Montélimar. Enfin, on l'enterre religieusement dans un grand service. Arrive en grande tenue le préfet de région, Bousquet, pour trop beau, avec un huissier, porteur d'une immense couronne de roses rouges, à Maurice Sarrault, son ami Bousquet. Le tout devant une horde de miliciens qui étaient présents dans la cathédrale. Donc ça témoigne à la fois de l'attachement de Bousquet au moment où il est au pouvoir pour les frères Sarrault, et en même temps de cette évidente provocation à l'égard de la milice: vous ne pouvez pas me toucher. Et moi, je dis, l'homme que vous avez tué, c'était mon ami. C'était mon ami. Et il dira à Darnan: quel que soit le responsable chez vous, je le poursuivrai. À mon avis, c'est une des raisons de sa chute. Mais peu importe, ce qui montre, c'est que quand Maurice Sarrault, encore une fois, grand radical, grand républicain, ayant des relations avec Pierre Laval, bien entendu, avant la guerre, etc., est assassiné par la milice, Bousquet n'oublie pas qu'il a été son ami. Dans quelle mesure est-ce que ceci a joué après? Je ne sais pas. Nous savons que Bousquet n'était pas franc-maçon, mais qu'il était lié à des amis qui, eux, étaient des grandes personnalités de la franc-maçonnerie. Est-ce que ça suffit à expliquer? C'est une piste. Je ne le pense pas. Ah, oui. Je ne le pense pas. Mais ce qui est sûr, c'est que Bousquet voyait haut et loin. Et quand il dit en mai 1945, ne nous poissons pas, ça finira très bien, il avait raison. On n'aura jamais la clé de ce procès. Vous qui avez enquêté, vous vous dites quoi après? Quand nous avons trouvé aux archives ce document publié ici,
c'est tout simplement le film du procès Bousquet. C'est la sténographie des débats. Depuis accusé, levez-vous, jusqu'à la haute cour vous relaxe, etc. En ce qui concerne l'indignité, vous relève pour cause de résistance. On a tout le procès, tel qu'il s'est déroulé depuis le premier moment jusqu'à la fin. Vous savez, j'ai tenu à ce que soit publié dans l'intégralité de ce débat 2 pièces. Et une pièce est signée de Bousquet et dans laquelle on dit qu'on livrera les enfants des Juifs aux nazis, alors que les parents étaient déjà déportés, qu'ils étaient ici, la plupart d'entre eux d'ailleurs étant nés en France. Et là, il y a cette précision monstrueuse dans laquelle on baisse l'âge de la déportation de ces enfants de 4 à 2 ans. De 4 à 2 ans. Vous imaginez livrer des enfants à leurs bourreaux, les faire monter dans des wagons pour les envoyer à Auschwitz. 4, non, 2. Ce que ça signifie humainement. Le point d'inhumanité dans lequel on était tombé à cette époque. Comment accepter aujourd'hui qu'il n'y aura jamais de vérité dans ce dossier? Parce que je comprends bien, vous dites, je n'ai pas trouvé la clé dans le procès Bousquet et c'est improbable que quelqu'un d'autre la trouve. On ne saura jamais. Ici, c'est un coupable que la justice a blanchi. Politique, la justice politique a blanchi. Et ça lui a permis de faire à nouveau une carrière. C'est rarissime que la justice innocente un coupable. Mais au regard de ce document, c'est saisissant de voir la façon dont on a procédé à l'audience pour escamoter la culpabilité d'un homme responsable de tels crimes contre l'humanité. C'est une grande défaite judiciaire et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité que les jeunes générations aient ainsi ce document publié à leur disposition pour savoir jusqu'où peut s'exercer l'injustice, qui n'est pas seulement une injustice positive, il y a aussi des injustices négatives. En tout cas, on sentait à l'époque, quand il était question peut-être d'un second... Mais même la séance de rattrapage, si je puis dire, oui, n'aurait pas suffi à éclairer le mystère. le mystère serait resté. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Justement, mais même après, quand on se pose la question d'un second procès, on sent à quel point ça gêne le pouvoir politique. C'est Georges Kiechmann, qui était à l'époque secrétaire d'État à la justice, qui disait... En 90, il peut paraître important de préserver la paix civile. Il y a d'autres moyens qu'un procès pour dénoncer la lâcheté du régime de Vichy. Est-ce que dans ce second temps, le pouvoir politique n'essayait pas aussi d'éviter un second procès Bousquet? Et soyons honnêtes, on pense à François Mitterrand, au lien entre lui et René Bousquet. Ça vient se superposer. Je le dis très clairement que Mitterrand, jeune prisonnier évadé, 27 ans, mu par l'ambition et le désir politique, se soit porté à Vichy, je le veux bien, c'est un fait. Mais indépendamment de témoignages que j'ai moi-même recueillis sur Mitterrand à cette époque, et je veux dire à Vichy, je le dis clairement, Mitterrand, c'était rien à Vichy. Mitterrand, c'était un contractuel prisonnier évadé qui avait un contrat au ministère des Anciens Combattants. On vit de nouveau la guerre aujourd'hui, la guerre en Ukraine. On est toujours tenté de comparer les époques et peut-être le fait-on à tort. On peut dire clairement aujourd'hui que Vladimir Poutine est un criminel de guerre. Mais c'est une certitude. Une certitude.
vous avez la collection complète des grandes responsabilités en matière de crimes d'agression, de crimes contre l'humanité. Hélas, je le dis simplement, jamais je n'aurais cru de mon vivant. Moi, j'ai connu la guerre adolescente. Je sais ce que ça représente. Je laisse de côté l'aspect juif, qui n'est pas, croyez-moi, mince à l'époque. Oui. Mais la guerre, c'est la mort, c'est la destruction, c'est la ruine. Et nul n'est mieux placé que le peuple russe, qui a tant souffert pendant la Seconde Guerre mondiale, pour connaître les horreurs de la guerre. Vous savez, Poutine, il est né à ce qu'on appelait à l'époque Leningrad. Leningrad a été assiégé pendant 3 ans par les armées allemandes. Et il est mort de faim et de bombardement, des dizaines de milliers de civils qui sont enterrés là-bas à Leningrad. J'ai vu de mes yeux ce cimetière immense. Eh bien, je trouve que un adolescent grandit dans le souvenir de ce que signifiaient les horreurs, mais vraiment les horreurs de la guerre, de sang-froid déclenché, une guerre injustifiable, le sont souvent, mais ici totalement injustifiable. Simplement parce qu'il est emporté par le désir de tant de dictateurs mégalos de redonner à son pays un lustre qu'il croit avoir perdu. C'est affreux. Indépendamment de cette considération morale, c'est juridiquement des crimes, mais comment juger Poutine? L'histoire nous enseigne que c'est après leur chute que les grands responsables des crimes contre l'humanité, à la condition qu'ils soient arrêtés, peuvent être jugés. Pas du temps où ils sont au pouvoir. En attendant, il peut se produire le pire. Des escalades dans la guerre, nous n'en savons rien. J'espère que ceci ne se réalisera pas. Vous savez, la guerre est une chose effrayante. Ce n'est pas les récits ou les films qui peuvent en rendre compte. Effrayante. Et quand l'Union soviétique a fait face avec plus de 10 millions de morts aux armées nazies, c'était une juste cause. Il s'agissait de ne pas vivre esclave sous un régime étranger. Ici, qu'est-ce que Poutine peut dire aux jeunes Russes qu'il envoie mourir? Le Donbass, la Crimée, Odessa. Alors. Vous le disiez tout à l'heure, vous avez vécu la guerre. Quand elle commence, vous êtes un adolescent. Quand elle se termine, vous êtes un adulte. Non. J'ai vécu la guerre, très exactement l'occupation allemande, de 12 à 16 ans. Mais à 16 ans, vous n'êtes plus un adolescent, vous êtes déjà un homme. Particulièrement pendant ces périodes de guerre et particulièrement s'agissant d'un jeune juif sous l'occupation. Je vous pose la question parce que quand on voit les images qui nous parviennent de la guerre, on voit encore des images à Kherson de ces enfants qui ne sont déjà plus des enfants.
est-ce qu'à un moment, mais c'est aussi ce que raconte votre histoire, on cicatrise? Ça ne vous regarde pas. C'est affaire entre moi et moi. Je voulais aussi qu'on parle de ce que vous avez fait ensuite, le combat de votre vie, le combat contre la peine de mort. Il y a en ce moment un congrès pour l'abolition universelle de la peine de mort. Est-ce que vous y croyez encore? Ah ben bien sûr. Mais non seulement c'est une foi chez moi, qui est liée d'ailleurs aussi à la France et l'éducation que j'ai reçue, les événements que j'ai traversés, mais c'est évident que la cause de l'abolition n'a pas cessé de progresser. J'en donnerai une indication. La France, quand nous avons aboli en 1981, était le 37e État des Nations Unies. Le 37e, je dirais, le dernier à l'époque, on appelait ça la communauté. Le dernier. C'était pas un triomphe pour la patrie de Victor Hugo et de Jaurès, hein. Mais c'est comme ça. Aujourd'hui, vous avez à peu près 180, un peu plus de 190 États aux Nations Unies. 104 ont aboli en droit. 50 ne pratiquent plus la peine de mort. Ce sont des abolitionnistes de fait. On n'a pas le courage d'abolir simplement pour des raisons politiques. Il reste une poignée d'États, les dictatures. Et hélas, je dirais presque seuls les États-Unis, ou plutôt certains États des États-Unis. Ce n'est pas à l'honneur de cette très grande démocratie. Mais là aussi, je regarde, je vois les progrès se réaliser, même s'il y a eu des reculs et des exécutions fédérales avec M. Trump. Chaque État, à son tour, tend vers l'abolition. Simplement, quand vous regardez la carte des États-Unis et que vous regardez le lieu des États, le territoire des États où règne encore la peine de mort, ce lien paraît évident entre le racisme et la peine de mort. Car c'est dans les États qui furent jadis les États confédérés pratiquant l'esclavage où subsiste réellement la peine de mort. Et vous savez, vous regardez là les quartiers des condamnés à mort dans les prisons américaines, vous y compterez une proportion beaucoup plus importante de noirs que de blancs dans ces États-là. En réalité, vous avez derrière la peine de mort, ici, les pulsions les plus basses du racisme le plus brutal. C'est cela, la peine de mort. Vous dites que c'est le sens de l'histoire. Quand des sondages sont faits encore de façon régulière sur la peine de mort en France, on voit à quel point l'opinion est divisée. C'est presque moitié-moitié. Que répondez-vous à ceux qui réclament une justice expéditive? On a ce genre de débat à chaque fait divers qui marque l'opinion. Chaque attentat criminel ou à chaque crime, oui, la pulsion de mort, elle est inhérente à la nature humaine. L'homme est un animal qui tue. Simplement, la civilisation, le progrès, c'est de dominer cette pulsion-là. Voilà, c'est ça la marque véritable du progrès de l'humanité.
une justice expéditive, ça n'aurait pas de sens. Non, mais expéditive ou pas, la vie, elle, ce n'est pas à la disposition des hommes. Je rappelle que la justice est faillible, dans tous les sens. Il ne peut pas y avoir, et il ne peut pas y avoir, de justice infaillible, ni de justice qui s'arroge le droit de tuer même selon les formes légales des êtres humains. Le premier des droits de l'homme, le plus important, le fondement de tous, c'est le droit à la vie. Et c'est pas mon adolescence qui, à cet égard, démentira mon propos. Le droit à la vie, au respect de sa vie. Merci Robert Badinter d'avoir été notre invité. Merci.